Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Maria Judd. Je suis vice-présidente des initiatives stratégiques pour la nouvelle organisation qu'est Excellence en Santé Canada. Nous sommes très heureux de vous accueillir avec les autres panélistes que vous voyez à l'écran dans le cadre de la série Plein Feu d'Excellence en Santé Canada. Aujourd'hui, nous abordons le thème des services, des soins plutôt de proximité et de qualité, les innovations de la pandémie au service de la paramédecine communautaire. Je suis très heureuse de vous parler depuis mon bureau à domicile à Ottawa, sur le territoire non cédé traditionnel du peuple algonquin. Je suis reconnaissante de pouvoir y travailler et m'y divertir, et je vous souhaite la bienvenue depuis vos territoires respectifs que je vous invite à évoquer dans la boîte de dialogue de la plateforme Zoom. La série Plein Feu d'Excellence en Santé Canada est une série de webinaires qui vise à susciter des entretiens féconds sur les dossiers les plus urgents en matière de soins de santé au Canada, en confrontant les points de vue de ceux qui relèvent ces défis afin de trouver des voies nouvelles de collaborer pour proposer des soins améliorés à un plus grand nombre de gens et orienter l'avenir de la santé. Je vous remercie de participer à cet événement. Je remercie chacun des panélistes qui vont se présenter dans quelques instants. Les paramédicaux partout au Canada travaillent en collaboration avec les partenaires communautaires et les fournisseurs de soins pour faire en sorte que les patients reçoivent des soins de qualité plus proches de leur domicile au sein de leur communauté. Depuis 2 ans, nous avons vu, constaté, entendu qu'il s'agit d'une priorité pour tout le monde au Canada. Recevoir des soins de proximité au sein de la communauté. La pandémie de COVID-19 et les mesures de santé publique qui ont amené des changements dans les modèles de prestation des services de santé, y compris la paramédecine. La paramédecine communautaire s'est développée à bien des égards afin de répondre mieux aux besoins de populations vulnérables, de mettre en œuvre de nouveaux moyens techniques et de favoriser la collaboration et la coordination dans les soins. Aujourd'hui, nous allons approfondir la réponse de la paramédecine communautaire à la COVID-19 afin de faire le point sur ce que nous avons mis au point depuis 2 ans et sur ce que nous pouvons envisager alors que nous esquissons l'avenir de la prestation des soins de santé. Quelques questions administratives avant d'aller plus loin. Nous sommes très heureux de proposer un service d'interprétation simultanée en français pour cette séance. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner Français dans le menu d'interprétation en bas de votre écran. Nous vous invitons à nous faire part de vos questions à l'intention des panélistes en utilisant la fonction de questions dans la barre d'outils Zoom au bas de votre écran. Nous vous invitons également à saisir des commentaires en tout temps dans la boîte de dialogue en français ou en anglais et nous vous encourageons à partager des ressources et à répondre aux commentaires d'autres participants au fur et à mesure de la séance. Je vous signale que cette séance est enregistrée et que l'enregistrement sera mis à la disposition de toutes les personnes inscrites d'ici une semaine et sera également affiché sur notre site web. Si vous avez besoin de soutien en tout temps pendant le webinaire, vous pouvez vous adresser à notre service de soutien technique en utilisant la boîte de dialogue. Commençons. Je vais demander à chacun de nos panélistes de se présenter très rapidement. Ce faisant, je voudrais vous inviter, vous autres qui nous écoutez, qui nous regardez, à prendre un moment pour vous présenter dans la boîte de dialogue si ce n'est déjà fait. Tout d'abord, Amber Hulting, qui est chef de service au programme de paramédecine du comté de Renfrew. Amber, nous vous écoutons. Bonjour. Je m'appelle Amber Hulting, je suis chef des programmes communautaires au service paramédical de Renfrew, qui gère notre programme de paramédecine communautaire. Je travaille dans la paramédecine communautaire depuis 2008. Je voudrais reconnaître au nom du comté de Renfrew que nous nous réunissons sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. Je remercie le peuple algonquin et je manifeste notre respect, notre soutien, ainsi que notre reconnaissance pour leur manifestation d'amitié. J'ai hâte de participer à cet entretien avec les autres panélistes en vue de faire davantage valoir du rôle joué par la paramédecine communautaire pendant la pandémie.
Merci beaucoup, Amber. Je n'arrivais pas à désactiver ma sourdine. Ensuite, Tin Lun, elle est coordonnatrice de projet à l'Institut de soins palliatifs Covenant Health et elle dirige l'initiative de subvention de compétences et de formation aux soins palliatifs de l'Alberta. Elle a été paramédicale en première ligne pendant 18 ans. Tin, à vous. Bonjour, je m'appelle Tin Lun. Je vous parle aujourd'hui depuis le nord-ouest de l'Alberta. Je me trouve sur le territoire visé par le traité 8, le territoire traditionnel et non cédé des peuples Cree, Slavey, Beaver et Michiquois. Je suis profondément reconnaissant du fait que nous puissions collaborer d'un bout à l'autre du pays, en apprendre davantage sur nos territoires. Je voudrais remercier les ancêtres et les intendants traditionnels de ce territoire. Sans leur lien avec le territoire, nous ne serions pas en mesure de réaliser tout notre travail ensemble. Dans mes fonctions actuelles, je coordonne et j'anime un projet au niveau de l'Institut de soins palliatifs en vue de la formation des professionnels de santé généralistes et spécialistes. Juste auparavant, j'ai pratiqué la paramédecine dans des milieux multiples et des sites multiples. Pendant la pandémie, je travaillais directement en tant que paramédical communautaire de première ligne dans les zones éloignées rurales de la province. Je suis heureuse de saluer mes collègues d'un bout à l'autre du pays et j'espère apporter les leçons de mon expérience. Merci beaucoup. Ensuite, Matthew Crossman, qui est vice-président d'opération au service de santé Médavi. Matthew, à vous la parole. Merci beaucoup, Maria. Je suis très heureux d'être parmi vous. Tout d'abord, je reconnais que je me trouve en Nouvelle-Écosse. Je reconnais que je me trouve sur les territoires ancestrales et non cédés du peuple Mi'kmaq. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je travaille dans la paramédecine depuis plus de 22 ans. J'ai eu la chance de travailler un peu partout au pays et même aux États-Unis. Je suis actuellement responsable des opérations en l'île du Prince-Édouard, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et de notre activité fédérale. Médavi est un organisme à but non lucratif qui a 3 grandes branches. Médavi Santé, où j'ai la chance de travailler aujourd'hui. Il y a également Médavi Croix-Bleue, notre activité d'assurance, et puis la Fondation de Santé Médavi, qui réinvestit nos bénéfices dans les domaines dans lesquels nous fournissons des services. Médavi fournit des services paramédicaux, de soins à domicile, de santé mentale, de répartition, de 811, de télésanté et toute une gamme d'autres services. Je suis très heureux d'être parmi vous car la paramédecine communautaire a beaucoup évolué et s'est beaucoup développée depuis plusieurs décennies. Dans ma carrière, j'ai vu un tel développement dans la prestation de médecine communautaire, une prise de conscience des possibilités de celle-ci. Nous savons que les soins de santé évoluent et que les défis se multiplient. Il importe de trouver de nouvelles solutions et de collaborer pour les mettre en œuvre de façon à progresser. Merci, j'apprécie la possibilité qui m'est donnée. Merci beaucoup et merci d'être parmi nous. Ensuite, Marty Mako, qui est chef de la santé mobile intégrée aux services médicaux d'urgence de Niagara. Merci. Je me trouve dans la région du Niagara, territoire traditionnel des Mississaugas du Crédit, des 6 nations de la rivière Grande, de la Confédération Haudenosaunee. Aujourd'hui, notre région est constituée de 12 municipalités, certaines rurales, d'autres urbaines. Environ 430 000 personnes habitent la région. Nous sommes entourés d'eau sur 3 côtés, le lac Ontario au nord, le lac Erie au sud et la rivière Niagara à l'est. Nous jouxtons également une frontière internationale avec les États-Unis. Cela crée des défis particuliers. S'agissant de mon portefeuille en particulier, en tant que chef des services médicaux mobiles intégrés, on parle de paramédecine communautaire. Dans notre côté, on parle de santé intégrée. Qu'entendons-nous par là? Dans le programme que je supervise, cela inclut nos équipes de paramédecine communautaire qui prennent des initiatives afin de réduire les visites à l'urgence,
mais il y a également des équipes de réponse multidisciplinaires qui travaillent dans un environnement d'urgence. Il y a une équipe de réponse en santé mentale qui travaille en collaboration et en temps réel avec le personnel de paramédecine. Nous avons un ergothérapeute et un paramédical qui répondent aux signalements de chute dans la communauté. Alors donc, il y a un modèle intégré d'équipe à la fois proactive et réactive. Voici en quoi consiste la santé mobile intégrée. Je serais heureux de développer mes explications pendant cet entretien. J'ai été particulièrement intéressé par cet événement à cause de la diversité de programmes de paramédecine communautaire. Si vous voyez un programme de paramédecine communautaire, vous avez vu un programme de paramédecine communautaire. Il y a tellement de diversité dans ce paysage. Je suis très heureux d'apprendre au contact de mes collègues. Merci beaucoup, Marty. Merci aux autres panélistes. Je suis heureux d'en apprendre davantage au sujet de la paramédecine communautaire, de la nomenclature des différents projets. Je voudrais vous remercier pour toutes les modalités selon lesquelles vous répondez aux besoins sociaux et vous avez répondu à ceux-ci pendant la pandémie au cours des années qui précédaient. Donc, je vous remercie, vous et vos équipes, pour tout votre travail. Je vous remercie d'être parmi nous pour nous aider à forger un avenir après la pandémie grâce à vos apports afin de nous organiser pour répondre aux besoins à domicile ou à proximité du domicile et dans la communauté de façon à la fois proactive et réactive. Commençons par notre première question. J'ai quelques questions à adresser aux panélistes. Je vous invite à partager vos questions. Vous pouvez utiliser la fonction de questions-réponses de Zoom et nous rechercherons des occasions d'intégrer vos questions dans la conversation. La première question, Marty, je vous demande d'inaugurer une réponse et nous ferons le tour de notre table virtuelle. Que peut-on faire ou à quoi ressemblait la paramédecine avant la technologie? Comment a-t-elle changé pendant la COVID? Et quelles sont les prochaines étapes? Comment pouvons-nous prolonger les succès, les changements positifs? Et comment pouvons-nous nous préparer à des crises futures aussi bien que des modalités futures de prestation? Excellente question. Bon, il s'agit de l'expérience de Niagara, mais cela ne s'applique pas nécessairement à Nous avons commencé il y a 10 ans. Niagara, c'est le 10e anniversaire de la paramédecine communautaire. Nous avons commencé dans notre municipalité la plus rurale, Waynfleet. Le défi qui surgissait, c'était qu'il y avait un très faible volume d'appels au 911. Cela n'avait pas de bon sens d'implanter une base d'ambulance pour un appel au 911 par jour. Donc, la paramédecine communautaire dans cette municipalité nous a permis d'accroître nos capacités. Nous avions un paramédical à l'époque qui ne répondait qu'à un appel par jour, tous les jours et demi, qui a pu remplir le reste de ses journées en réalisant des visites proactives à domicile, ce qui était très nécessaire dans cette municipalité en raison des barrières d'accès dues à la géographie. C'est ainsi que la paramédecine communautaire a commencé pour nous dans une de nos municipalités les plus rurales pour accroître les capacités de notre personnel paramédical. Mais la réponse principale, ce sont les appels 911. S'il y a un appel prioritaire qui arrive pendant une visite à domicile, notre paramédical doit quitter l'appel pendant que l'ambulance arrive de sa base la plus proche, qui est à 30 minutes de voiture. Les critères d'admissibilité dans ce programme sont strictement géographiques. Il ne s'agit pas des mêmes paramètres, besoins élevés ou détournement évitement des visites à l'urgence. Nous avons un programme entièrement financé par le ministère de la Santé en Ontario qui portait sur les personnes qui avaient rendu visite au moins au service d'urgence au moins 5 fois ou qui avaient appelé le 911 au moins 5 fois pendant l'année précédente. C'était des personnes atteintes d'affections chroniques, diabète, MPOC, insuffisance cardiaque, hypertension. Les exacerbations de ces affections entraînaient des visites fréquentes à l'urgence. Un programme de paramédecine communautaire nous a permis de créer une liste et de visiter ces personnes proactivement afin de prévenir les exacerbations de ces affections chroniques.
Voilà à quoi ressemblait la paramédecine communautaire avant la COVID. Pendant la COVID, il y a eu une croissance considérable de financement et de débouchés, tout particulièrement dans le cadre du ministère des Soins de longue durée. Il s'agissait du programme de paramédecine communautaire pour les soins de longue durée. Notre nouvelle cohorte de patients était constituée d'aînés qui étaient inscrits à la liste d'attente des soins de longue durée ou qui étaient en cours d'admission aux soins de longue durée. C'était à cause de la COVID et de la lumière crue qui a été jetée sur ce secteur que l'on a constaté que la paramédecine communautaire pourrait permettre à ces aînés de rester à domicile en sécurité pendant plus longtemps, tandis qu'ils attendaient leur admission aux soins de longue durée. Et développement, euh, un développement holistique. Nous avons pu créer, l'itinérance. Nous avons reçu un financement temporaire pour créer une équipe euh, chargée d'aller à la rencontre des personnes itinérantes. Euh, les personnes connaissent une aggravation de leur état dans les conditions vulnérables dans lesquelles elles vivent dans la rue. Nous suscitons la confiance en les visitant dans les campements. Ils vivent à l'extérieur. Nous avons reçu un financement temporaire. Donc, une croissance considérable pendant la COVID. Et c'était des cohortes de patients que nous n'avions pas desservis directement antérieurement, mais leurs défis ont été aggravés par la pandémie. Merci beaucoup, Marty. Pour rebondir sur ce que vous avez expliqué dans le sud de l'Ontario, nous pourrions passer à l'est de l'Ontario, Amber. Nous avons suivi une trajectoire semblable dans notre programme. À l'origine, c'était au début ou au milieu des années 2000, des paramédicaux qui répondaient aux appels 911 et qui étaient au contact d'une population âgée, fragile, d'accès difficile. Ces paramédicaux retournaient dans les domiciles de ces patients post-transport à l'hôpital pour faire un suivi. Par exemple, est-ce que vous avez fait exécuter vos ordonnances? Vous avez des risques de chute à domicile si vous n'avez rien à manger dans dans le réfrigérateur. Vous vous chauffez au bois, vous avez une côte cassée, comment allez-vous rentrer le bois? C'était une initiative de paramédicaux qui a été officialisée en remontant à nos racines. Nous avons mis en place un petit projet pilote dans le nord de notre comté, lequel représente le programme de paramédecine communautaire pour les soins de longue durée. Nous avons ciblé une liste d'attente de 32 aînés qui étaient inscrits sur la liste d'attente d'un établissement local de soins de longue durée. Nous avons établi un partenariat avec le foyer de soins de longue durée pour offrir un soutien de préposé aux soins de la personne et nous, un soutien médico-clinique au domicile de ces personnes. À présent, la pandémie est intervenue. Comme dans le cas de Martin, notre programme a triplé du jour au lendemain, littéralement. Nous avons eu des difficultés pour répondre à la demande, mais nous avons pu réunir suffisamment de personnel et nous avons embauché continuellement, comme ça a été le cas partout dans le secteur de la santé. Donc, nous aussi faisons partie du programme de paramédecine communautaire en soins de longue durée qui a permis d'accélérer le changement dans la réponse aux besoins des personnes dans notre communauté. Traditionnellement, c'était des aînés dans le comté de Renfrew. Il y a une population plus âgée que le reste de la province. Nous sommes un petit peu en avance sur la courbe, mais nous voyons également beaucoup de personnes plus jeunes. Nous soutenions les établissements de soins de longue durée en cas de flambe et nous soutenions la population générale dans les campagnes de vaccination de masse, cliniques de vaccination de masse. Notre unité de santé publique est très restreinte. Nous l'aidions en réalisant la majorité ou à un moment donné l'intégralité des tests COVID dans le comté. Notre comté est très vaste. Les paramédicaux sont mobiles, ils sont bien situés pour intervenir. Nous avons le soutien logistique pour, pour proposer ces prestations en communauté. Ça a été un grand changement, mais la crise a également été une occasion extraordinaire pour nous de mettre en lumière le travail extraordinaire que joue la paramédecine communautaire. Merci beaucoup, Amber. À présent, dans l'West End, je vous invite à participer à la conversation et parlez-nous donc un petit peu aussi d'avenir, volontiers. Un éclaircissement. Mon étiquette reflète mon rôle actuel. L'expérience que j'apporterai à cette conversation provient du système médical d'urgence provincial de l'Alberta. Dans l'Ouest, notre programme en Alberta est appelé soins de santé intégrés d'urgence de la province.
À quoi cela ressemblait-il avant la pandémie? Que s'est-il passé pendant la pandémie? Quels changements sont intervenus? Nous avons une situation tout à fait unique puisque nous avons l'inestimable avantage d'être déjà un programme de paramédecine provinciale bien établi au sein de l'Organisation provinciale de la santé. Nous n'avons pas eu beaucoup de changements structurels. Nous avions déjà des équipes d'intervention de crise, des postes de commande. Nous demandions comment réagir rapidement et nous demandions, bon, qui peut réaliser les tests communautaires, qui peut réaliser telle intervention. Nous étions déjà là avec les compétences, avec la présence. Nous avons donc joué un rôle très utile de concert avec certaines autres équipes de soins intégrés qui ont pu nous déléguer un certain nombre d'interventions pour nous aider à relever leurs défis. Je sais que cela a été reflété dans notre capacité de mettre en place rapidement des capacités de réaliser des tests en milieu communautaire, donc accroître notre capacité pour réaliser des évaluations que nous accomplissions déjà dans certaines communautés, mais qui étaient désormais plus concentrées sur les soins à la COVID. Et plus généralement, notre programme a pu se baser sur les structures existantes afin de rejoindre les personnes marginalisées ou structurellement oppressées, comme par exemple la population des personnes sans abri, ainsi que les aînés immobilisés. Il s'agissait donc du socle de notre programme, qui était fort heureusement déjà en place. Nous sommes adaptés continuellement à l'évolution des besoins et des demandes, et cela a très rapidement été reflété dans les capacités des paramédicaux communautaires qui ont joué le rôle d'équipe de santé intégrée clé. Merci Tainé, à vous Matthew. Vous englobez plusieurs provinces et régions. Comment les situations étaient-elles avant? Comment a-t-elle évolué et qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir? Très bien. C'est semblable à mes collègues. Croissance et potentiel. Dans bon nombre de régions, nous constations un besoin spécifique. Souvent, c'était des régions rurales, comme certains de mes collègues l'ont déjà dit, où il fallait assurer la prestation d'un service donné. Nous mettions en place des programmes comme la prévention des chutes, visites auprès des aînés. Mais rapidement, les besoins ont commencé à se développer. On nous a sollicité de plus en plus. Certains de nos programmes se sont métamorphosés en suivi à domicile des patients, soins palliatifs, soins étendus, paramédecine communautaire, comme certains de mes collègues l'ont décrit, visites dans des centres de soins de longue durée. Nous avons eu un programme en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan qui est opérationnel depuis 7 ans. 90% des patients peuvent être traités et recevoir leur congé sur place, ne sont pas transportés à l'hôpital. Cela représente des économies énormes pour le réseau de santé, mais également pour les services de soins de longue durée. Nous avons ensuite commencé à aborder des problèmes comme les listes d'attente pour les établissements de soins de longue durée, les congés de services d'urgence. Quels sont les besoins du service de santé? Comment pouvons-nous y répondre? Comme l'un de mes collègues, Marty, elle a dit, chaque programme est spécifique. Les programmes sont très différents d'une province à l'autre. Lorsque la COVID-19 s'est produite, tout comme mes collègues, nous avons eu beaucoup de chance qu'une partie de l'infrastructure et des ressources soit d'ores et déjà en place. Nous avons pu très rapidement évoluer. Nous avons évolué vers des cliniques de vaccination de masse. Colax en Ontario, c'est un programme dans lequel nous avons fourni 8 autobus par jour pour les vaccinations de masse dans la région du Grand Toronto. Nous avons également établi un partenariat avec Services aux Autochtones Canada en vue de placement pour les soins primaires en Ontario, Manitoba, en Saskatchewan. Des paramédicaux se sont rendus en avion dans les régions éloignées pour travailler dans le cadre d'équipes multidisciplinaires avec des médecins et du personnel infirmier pour dispenser des soins pendant la pandémie à certaines des zones particulièrement touchées où le personnel manquait. Nous avons également pu mettre au point des équipes multidisciplinaires comportant des infirmières, paramédicaux, médecins, pharmaciens, gestionnaires de projets, ainsi de suite, capables de gérer des éclosions de masse. S'il y a un centre de soins de longue durée où il y a une flambée de COVID, y compris le personnel, nous pouvons envoyer une équipe pour prendre les patients en charge ainsi que les fournisseurs de soins jusqu'à ce qu'ils puissent reprendre en main le fonctionnement des centres.
Il s'agit d'interventions qui ont eu beaucoup d'impact et grâce auxquelles nous avons pu remporter beaucoup de succès. Nous nous tournons vers l'avenir et nous constatons qu'il y a beaucoup de soutien en matière de santé mentale et de besoins de soutien en matière de santé mentale, non seulement au sein de la communauté, mais pour les professionnels aussi. Tandis que nous commençons à envisager différents programmes et les changements que nous pourrions y apporter, je pense qu'il y aurait davantage de besoins dans ce secteur et davantage d'opportunités possibles afin que nous puissions travailler en plus étroite collaboration avec ces équipes multidisciplinaires. Merci beaucoup à tous. Alors, pour rebondir sur ces réflexions, Matthew, l'évolution des besoins en matière de soins de santé mentale que vous avez constaté dans les appels qui vous apportent et également dans l'interaction des praticiens, des professionnels. Euh, Comment réagissez-vous à ce changement aujourd'hui et comment pouvons-nous continuer à réagir dans l'avenir? Avez-vous des réflexions sur les changements que vous apportez ou les possibilités de changement pour l'avenir? Amber, je commence par vous. Il y a une augmentation dans le nombre d'appels reliés à la santé mentale, aussi bien pour le 911 que pour des patients présentant des problèmes de santé mentale plus complexes dans notre programme de paramédecine communautaire. Des aiguillages que nous ne recevions jamais historiquement nous arrivent de plus en plus nombreux pour réaliser un travail de systématisation. Une prochaine étape clé pour notre organisation consiste à intégrer davantage, à collaborer de façon plus efficace que nous ne le faisons à présent avec les partenaires de santé mentale communautaire. L'un des obstacles, ce sont les ressources humaines en santé qui sont totalement saturées lorsqu'il s'agit de fournir un soutien. C'est un domaine, un écart que les paramédicaux peuvent contribuer à combler. Nous sommes souvent le seul point de contact avec un professionnel de la santé dans la vie de ses patients. Donc, pour nous, la croissance interviendra en ce qui concerne la formation continue pour les paramédicaux communautaires qui ont reçu une formation excellente pour réagir à la crise de santé mentale. Mais je crois qu'il faut approfondir un peu plus les problèmes de santé mentale chronique et la manière de soutenir ceux qui en sont atteints. La navigation au sein du réseau, ça a été un élément clé dans la paramédecine communautaire qui a joué un rôle vital en mettant les patients en contact avec d'autres ressources, d'autres professionnels au sein de la communauté. Comme Artie l'a dit, quand on a vu un programme paramédecine communautaire, on en a vu un. Je crois que cela témoigne de la solidité de ces programmes qui répondent aux besoins des communautés qu'ils desservent. Au comté de Renfrew, nous n'avons pas une population importante de personnes sans abri, mais nous avons un grand nombre de personnes vulnérables, notamment des aînés. Il y a peu de transports en public, une pénurie de soins primaires. Nous avons donc mis en place un centre d'évaluation et de triage virtuel. Il s'agit d'un accès virtuel aux soins de santé primaires et nous avons également un lien aux services en matière de santé mentale pour les personnes qui ne peuvent pas rejoindre leur fournisseur de soins primaires ou qui n'en ont pas. Donc, nous avons environ 30% de patients qui n'ont pas d'attache à un médecin de soins primaires. En utilisant ces éléments, en créant ces partenariats, en faisant preuve d'innovation dans notre réflexion à l'égard du système de santé, nous pouvons nous adapter aux changements. Merci beaucoup, Amber. Cette réactivité est déjà à l'œuvre, Tyne, à vous. Comment voyez-vous donc l'évolution des besoins et des réponses à ceux-ci? Il y a beaucoup de ressemblances avec ce qu'Amber disait. Les problèmes de santé mentale et les difficultés de santé mentale de nos populations qui vont croissant n'étaient pas nouvelles, mais la pandémie les a exacerbées et les a aggravées. Les paramédicaux communautaires occupent une place unique dans le système de santé car nous avons un point de vue unique, car nous constatons quelles sont les lacunes, quelles sont les failles. C'est à ces moments-là, dans ces lieux-là, que nous sommes appelés à intervenir. Amber l'a très bien décrit, nous avons tendance à identifier
euh, les besoins de mise en contact, de mise en liaison et de remplir ce rôle. Il existe des inégalités très nettes entre les milieux urbains et ruraux quant à l'accès aux ressources. Il faut reconnaître la nécessité pour les personnes au chevet desquelles nous sommes appelés de bénéficier de certaines ressources et la constatation que ces ressources n'existent pas nécessairement, mais nous faisons de notre mieux avec ce dont nous disposons sur le moment. Dans les milieux plus urbains, c'est semblable à certains des programmes décrits par Marty. Nous avons des équipes de base dans le cadre desquelles des paramédicaux communautaires établissent des partenaires avec des professionnels de la santé mentale et peuvent soit réaliser une évaluation, dispenser des soins, établir une liaison avec des soutiens en milieu communautaire, ou bien il est possible de mettre les patients en contact avec des ressources qui sont plus pertinentes qu'une visite à l'urgence. Nous savons que les urgences sont le pire lieu où une personne qui a besoin de soutien en santé mentale doit se rendre, mais c'est souvent la seule ressource. Nous avons donc un soutien au niveau de nos collègues de santé mentale et nous pouvons également parfois soutenir nos paramédicaux opérationnels s'ils sont appelés à assister des personnes qui ont un besoin très focalisé en matière de santé mentale. Nous pouvons les mettre en contact avec des ressources plus appropriées. Il y a un autre élément, c'est mon expérience dans les zones rurales du Nord-Ouest. Pour changer un peu de sujet, nous pouvons reconnaître l'expérience des professionnels de la santé eux-mêmes, pas seulement au sein de nos équipes, mais bon nombre des professionnels dans les milieux de soins de longue durée, les lieux de vie assistée, les services d'urgence, les établissements de soins actifs. Il existait un besoin très identifiable de soutien par les pairs et de collaboration. Les gens faisaient de leur mieux, mais ce mieux était différent d'un jour à l'autre. Parfois, les paramédicaux communautaires pouvaient apporter un point de vue neuf, des idées différentes, des solutions originales pour aider non seulement les patients, mais encore parfois pour aider les professionnels de la santé à établir des liens, des contacts qui ne savent pas à quelle porte frapper dans le réseau de santé. Parfois, nous avons déjà des relations sur lesquelles nous pouvons compter. Donc, le point où nous en sommes dans les zones où les ressources sont rares, comment pouvons-nous mettre en œuvre des prestations aussi étendues que possible avec les équipes de santé parallèles. C'était malheureusement issue de la nécessité, mais ça a été une occasion de développer notre utilité. Marty, pourriez-vous nous donner des détails d'une expérience vécue de ce que cela pourrait, de ce à quoi cela pourrait ressembler, de mettre des personnes en contact avec des ressources en santé mentale de votre région? Eh bien, il y a une chose que j'aime bien dans la paramédecine communautaire, c'est la capacité d'être flexible, de s'adapter aux changements, mais nous essayons également d'éviter le double emploi dans la prestation de services avec d'autres partenaires communautaires, car la santé mentale n'est pas un secteur nouveau. Il existe beaucoup de fournisseurs de services qui sont déjà présents, qui font un excellent travail pendant très longtemps. Donc, nous essayons de combler des lacunes tout en collaborant avec les services existants. La clé pour nous, ça a été les partenariats et la collaboration avec d'autres organismes qui sont déjà présents. Je parle de la santé mentale spécifiquement, parce que le défi que nous avons dû relever, ça datait d'avant la pandémie, c'était l'augmentation considérable des appels au 911 aux appels reliés à la santé mentale. Et la seule réponse était d'envoyer une ambulance avec deux paramédicaux qui vous emmenaient à l'hôpital. Peu importe la crème glacée qu'il vous fallait, on vous donnait de la vanille. Alors que certaines personnes auraient eu besoin d'une crème glacée différente pour répondre à leurs besoins. Il s'agit de dispenser aux patients les soins appropriés au bon moment, au bon endroit, pas nécessairement les soins les plus rapides. Ce n'est pas toujours cela qu'il faut. Donc, nous avons créé une équipe intitulée Équipe de réponse en santé mentale et toxicomanie. Il s'agit d'un paramédical et d'une infirmière de santé mentale, un don en nature d'un organisme déjà spécialisé en santé mentale, parce que nous n'avons pas cette expertise en la matière à l'interne, mais nous savons que nous en avons besoin. Donc, plutôt que d'essayer de former notre propre personnel, nous avons fait appel à une personne qui possède cette expertise et nous réagissons ensemble. Le paramédical, lorsqu'il répond à un appel 911,
réalise son évaluation basique d'abord pour s'assurer que le transport à l'hôpital n'est pas nécessaire. S'il est nécessaire, on fait appel à une ambulance, mais si notre évaluation constate que ce n'est pas nécessaire ou que le patient refuse, l'infirmière en santé mentale est présente en temps réel pour faire une planification de soins, pour envisager les aiguillages qui seraient appropriés dans la communauté, pour participer donc à la navigation dans le système, fournir un meilleur soutien afin d'éviter le prochain appel. Nous n'avons pas pu éviter cet appel au 911, mais on peut rompre le cycle pour que les personnes qui appellent fréquemment le 911 puissent être mises en contact avec des services qui leur éviteront de l'appeler encore. Parce que très souvent, c'est une porte tournante. On amène les gens à l'hôpital, ils reçoivent leur congé dans la communauté, ils reviennent. Et pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin. Ils ne sont pas mis en contact avec les services dont ils ont besoin. C'est donc l'avantage que nous avons constaté la présence d'une infirmière en santé mentale en temps réel lorsque la personne est plus ouverte à un changement et à la mise en contact avec un organisme différent. Ce qui est bien dans ce partenariat, c'est que nous travaillons ensemble. Les services médicaux d'urgence fournissent le véhicule et le paramédical. Plusieurs organismes contribuent, l'infirmière en santé mentale, et nous travaillons ensemble. Voilà à quoi ressemble notre modèle dans la région Niagara. Merci, Marty. C'est très, très concret. Il y a une diversité de partenariats et notamment un soutien en nature. J'ai relevé que vous avez dit cela. C'est très encourageant que ces connexions puissent avoir lieu. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez ajouter au niveau de l'évolution en matière de santé mentale et de toxicomanie? Vos appels ont-ils changé et comment soutenez-vous le travail, Matthew? Oui, je crois que vous avez très bien dit cela, Maria. Notre personnel, euh, sa sécurité, son bien-être est essentiel pour notre succès. En tant qu'organisation, nous avons beaucoup investi dans le bien-être de notre personnel et nous continuons à nous assurer que nous avons mis en place des programmes de soutien, ce que nous continuerons de faire. Nous continuerons de rechercher des nouvelles façons d'investir davantage et de fournir davantage de soutien. Il y a une évolution et une augmentation du nombre des appels de santé mentale. Comme plusieurs de mes collègues et moi, nous avons mis en place un certain nombre de programmes. Il y a un programme dans lequel il y a les professionnels de santé mentale, des titulaires de maîtrise en travail social, des infirmières, des psychologues, le tout intégré dans des équipes avec des professionnels des soins psychiatriques qui dispensent des soins aux côtés des paramédicaux et d'autres professionnels. Nous avons constaté dans ces programmes qu'il y a plusieurs modèles différents. Il y a une ligne d'accès 24 heures sur 24 et il y a des équipes mobiles. Alors, les personnes qui appellent peuvent être évaluées et à partir de ce moment-là, peuvent soit être traitées et reçoivent leur congé, ou bien l'équipe mobile peut réagir, aller voir les patients. Ce que nous avons constaté dans ces programmes, c'est que 85% des appels peuvent être gérés au téléphone, ce qui est formidable. La technologie doit être exploitée plus spécifiquement avec la COVID-19. Nous l'avons constaté depuis 2 ans. Il y a eu beaucoup de programmes nouveaux et accélérés mettant en œuvre la technologie, le suivi à distance des patients et d'autres moyens technologiques, ce qui est de plus en plus important quand on envisage la pénurie de ressources humaines en santé partout au pays. Ce n'est pas spécifique à une région, c'est une pénurie qui est généralisée. Nous devons donc continuer à utiliser la technologie afin de mieux mettre nos services, mettre nos ressources au service des gens qui en ont besoin. Nous avons constaté une forte réduction des programmes de services médicaux d'urgence en proposant, en mettant les professionnels appropriés au contact de ces personnes. Nous pouvons les traiter, leur donner leur congé et faire en sorte qu'ils soient plus satisfaits et se portent mieux. Comme Martin l'a dit, nous ne voulons pas dédoubler les services. Il existe déjà de nombreux programmes. Cela n'apporte rien à personne d'avoir les mêmes services. Ce que nous recherchons, ce sont les zones où il y a un manque de services. Et nous avons mis au point un programme dans l'Ouest, en Saskatchewan, qui a été extrêmement réussi depuis un an. Nous avons créé un programme de paramédecine communautaire spécifiquement au niveau de la désintoxication. Il y avait une longue liste de patients qui souffraient d'une toxicomanie, mais nous avons pu mettre en place une équipe multidisciplinaire dont les membres peuvent intervenir au domicile des personnes ou à leur lieu de vie et les détoxifier, leur donner des ordonnances, administrer des médicaments, établir un lien avec les soins psychiatriques et les quelques milliers de patients que
que nous avons pu accompagner pendant la première année ont eu beaucoup de succès. D'abord parce que nous établissons des liens personnels que nous comprenons. Tyne a dit qu'il est important de faire placer le patient au centre, d'éliminer tous les obstacles, de fournir à ce patient les ressources dont il a besoin, pas simplement celles dont nous disposons dans notre programme, mais éliminer certains obstacles et proposer les ressources dont le patient a besoin. Parfois, le système peut prêter à confusion. Je travaille dans les soins de santé depuis toujours et parfois je ne m'y retrouve pas nécessairement pour savoir comment accéder à tel ou tel service. Pour le profane qui ne s'y retrouve pas nécessairement, cela peut être l'un des aspects les plus ce qui peut permettre de fournir aux patients les ressources appropriées. C'est essentiel tandis que nous allons de l'avant. Et la situation ne fait que se complexifier. Alors, je voudrais répondre à une question que Diane de la Colombie-Britannique a affichée. Vous la voyez dans le dialogue. Comment rompre le cycle en vertu duquel les patients doivent obligatoirement signer un refus de transport lorsque la meilleure option consiste à traiter et aiguiller ou traiter en place? J'allais intervenir. J'allais intervenir. C'est une excellente question, Diane. Vous faites écho à ce que Matthew disait. Les soins appropriés pour la personne, le transport n'est pas toujours la meilleure intervention. Nos équipes partout dans la province travaillent sur cette équipe à l'instant même. Nous n'avons pas une réponse à 100% parce que nous nous efforçons de voir ce qui marche, mais nous avons certains protocoles entre les paramédicaux opérationnels classiques du 911 quand ils sont appelés dans les établissements de soins assistés qui ont déjà un personnel de santé sur place. S'ils se rendent sur place, c'est qu'ils se rendent compte que la nature de l'appel est telle que cela peut attendre ou que le transport à la salle d'urgence n'est pas la meilleure réponse, que ça peut être géré par les paramédicaux communautaires. Ils peuvent transmettre l'affaire, transférer le dossier. Et cela est facilité par nos coordonnateurs et supervisé par les médecins de l'établissement où nous avons des médecins provinciaux qui peuvent nous aider à nous guider dans l'établissement de plans de soins. Parfois, les paramédicaux communautaires peuvent se rendre sur place immédiatement. Parfois, il y a une période qui s'écoule entre la visite des paramédicaux d'urgence et ceux des paramédicaux communautaires quelques heures plus tard ou le lendemain. Mais si nous réalisons une transition, elle se fait en toute sécurité. Nous nous assurons que les personnes reçoivent des soins appropriés, font l'objet d'une évaluation et d'un suivi. Mais nous parvenons très bien à distinguer les affections chroniques préexistantes qui ont empiré peut-être et qui peuvent être gérées plus efficacement à domicile afin d'améliorer les résultats pour le patient, afin de réaliser des économies pour le système de santé, puisqu'il s'agit des meilleurs soins au bon endroit, au bon moment. À l'heure actuelle, nous n'avons pas élargi cela aux interventions dans les domiciles privés, mais c'est là où nos médecins de soins de santé mobile intégrés envisagent d'intervenir lorsqu'il est possible de le faire en toute sécurité, afin de prendre davantage en compte le fait que tout le monde n'est pas obligé d'aller à l'urgence et que les paramédicaux sur place auront les meilleures ressources pour mettre au point un meilleur plan de santé, plan de soins. Il s'agit d'une question qui arrivait à point. Oui, c'est semblable en Ontario. Nous avons un système, les paramédicaux ne sont pas autoréglementés. Notre programme de paramédicaux communautaires comporte un directeur médical qui est distinct de l'hôpital de base régional, mais l'hôpital de base, le programme d'hôpital de base réalise dans le cadre du ministère de la Santé certains itinéraires de traitement et d'aiguillage, notamment pour les soins palliatifs. Je crois qu'il y a des changements législatifs et des changements à la réglementation qui doivent être apportés afin que cela puisse être élargi, mais les travaux sont en cours et l'on évalue la situation s'agissant d'amélioration de la qualité afin de dispenser les soins les plus appropriés aux personnes, ce qui n'est pas toujours dans une salle d'urgence. C'est difficile dans une zone aussi vaste que le comté de Renfrew. Nous n'avons que des salles d'urgence. La plupart sont des petites salles d'urgence rurales. Nous n'avons pas de cliniques ambulatoires. Emmener ces gens dans une petite salle d'urgence locale où il n'y a que 6 lits, ce n'est pas nécessairement la réponse. Donc, nous travaillons, comme Tyne l'a dit, avec des
protocole de traitement et congé. Les patients qui refusent le traitement, nous pouvons faire un suivi avec une visite de paramédicaux communautaires et les paramédicaux communautaires sont bien placés pour établir un contact entre ces patients et d'autres ressources qui sont aisément accessibles dans la communauté. C'est une approche semblable et je crois que des changements au système sont en cours, mais cela prend du temps. Merci Amber. Matthew, voulez-vous compléter et réagir à cette question? Un ou deux éléments. C'est très semblable à ce qu'ont dit mes collègues. La réglementation, ou selon la province dans laquelle vous vous trouvez, en général, c'est un changement à la réglementation qui doit être intervenu ou un changement même à la législation. Mais des travaux sont d'ores et déjà en cours dans la plupart des provinces. Par ailleurs, nous commençons, et je sais qu'il y a un ou deux programmes de triage secondaire. Nous mettons en place les équipes interdisciplinaires englobant les soins à domicile, santé mentale et toxicomanie, services paramédicaux, soins actifs, soins primaires, pour créer des voies, des itinéraires pour ces patients. Il y a un ou deux programmes que nous avons mis en place. Il y en a un qui est bidirectionnel. Donc, nous avons un programme de congé du service d'urgence. Les patients qui ne sont plus à prendre en charge à l'urgence. Le médecin ne sait pas quoi en faire. Il faudrait les admettre à l'hôpital pour observation. Nous pouvons mettre en place des modalités de suivi des patients à distance grâce à notre programme de soins paramédicaux mobiles. Nous pouvons envoyer des professionnels au domicile. On peut donc donner leur congé aux patients. Il y a également les patients non transportés. Nous voulons souvent nous assurer que les patients sont en sécurité lorsqu'ils reçoivent leur congé à domicile. Nous réalisons un audit à 100% de tous les non-transports. 100% des non-transports sont audités pour nous assurer que c'est approprié que le patient soit resté à la maison et qu'il n'ait pas été transporté à l'hôpital, parce que s'il aurait dû être transporté, c'est sérieux. Mais c'est la clé afin de parvenir à ces changements législatifs. Merci beaucoup. Une autre question nous arrive dans la fonction de dialogue. Je crois qu'elle s'adresse à vous, Matthew, compte tenu de ce que vous avez dit tout à l'heure, puisqu'il s'agit du programme de désintoxication en Saskatchewan ou de soins à domicile. Existe-t-il un suivi à long terme avec les patients ou est-ce qu'ils sont transférés à d'autres organismes? Excellente question. C'est un peu des deux. Donc, pour prendre les statistiques de première année, nous avons eu environ 2000 patients dans notre programme qui ont pu être transférés. Certains patients exigeaient un peu plus d'attente, mais le quart environ des patients ont été transférés à d'autres programmes de santé mentale et toxicomanie. Certains avaient besoin de traitements de plus longue durée, d'autres avaient besoin de traitements présentiels ou en placement. Nous avons pu également éviter 500 visites à l'urgence et admissions à l'hôpital. Quand on considère les chiffres, c'était énorme et très positif. Sinon, ces patients auraient été admis à l'hôpital. Encore une fois, il s'agit de créer les itinéraires, les voies. Ce programme a été mis en œuvre essentiellement parce qu'il y avait une liste d'attente de 60 à 69 jours pour quiconque souhaitait accéder à un programme. La liste était très longue. Nous avons constaté qu'en accompagnant le patient avec nos services, nous avons eu un taux de succès important et les patients qui rechutaient réintégraient le programme beaucoup plus rapidement pour entamer une vie saine, et ce qui était formidable. Merci beaucoup, Matthew. Le temps passe très très vite. J'apprécie beaucoup cette discussion. Plusieurs questions nous arrivent. Alors, je vais essayer de créer l'occasion de réponse à au moins un ou deux panélistes pour les questions qui nous restent pendant nos 10 dernières minutes. Alors, une question a été posée tout à l'heure. Beaucoup d'entre nous y avons réfléchi au rôle de la technologie et du changement rapide vers de la transition rapide aux soins virtuels pendant la pandémie. Selon vos expériences, je vais peut-être poser la question à Amber et à Tyne. Où avez-vous vu que la technologie était très utile dans la paramédecine communautaire et dans quel cas avez-vous constaté que la technologie, les cas d'accès limité à la technologie dans les zones rurales, avez-vous trouvé des possibilités de travailler différemment? Donc, avez-vous quelque chose à dire quant au rôle que la technologie peut jouer pour faciliter les connexions, les liaisons avec le service? La technologie a été vraiment notre ami au niveau de la prévention et du contrôle des infections. Pour assurer la sécurité de notre personnel, nous en avons parlé tout à l'heure,
Nous avons mis en place en partenariat avec divers hôpitaux et le ministère de la Santé de l'Ontario un centre virtuel de triage et d'évaluation. J'en ai parlé tout à l'heure. Il s'agit de soins primaires virtuels disponibles au téléphone au bout d'un numéro 1-800. Ces médecins et infirmières praticiennes travaillent directement avec les paramédicaux communautaires. C'est une relation bidirectionnelle. Les paramédicaux communautaires peuvent également assurer la liaison avec les médecins du centre virtuel de triage d'évaluation. Lorsqu'une personne a besoin de tests ou d'une évaluation euh, présentiel, nous pouvons envoyer un paramédical communautaire qui travaille en conjonction avec le médecin pour réaliser l'évaluation, le diagnostic, le suivi, qui peut entamer le traitement à domicile. Et ces soins permettent ainsi d'accompagner le patient. Lorsque le patient ne peut se rendre au cabinet d'un médecin, beaucoup de cabinets de médecins étaient fermés pendant la COVID. Les paramédicaux communautaires ont servi de prolongation du réseau de santé primaire. Nous avons réalisé beaucoup de visites virtuelles sur des lignes terrestres téléphoniques. Dans le comté de Renfrew, il y a des zones où il n'y a pas de couverture pour le portable. Donc le bon vieux téléphone a très bien fonctionné et nous avons pu réaliser beaucoup d'évaluations de cette manière. L'un de mes collègues a dit tout à l'heure que les relations sont très importantes. Les paramédicaux établissent des relations avec les patients qui sont essentielles parce qu'ils peuvent relever les nuances dans les conversations. Ces patients sont assez francs quant à ce qui se passe. Si une visite était vraiment nécessaire, nous irions les trouver. Nous établissons également des partenariats avec beaucoup d'équipes de santé familiale et d'organisations pour assister les appels téléphoniques parce que nous avons décidé de privilégier l'option virtuelle, surtout dans les 2 premières semaines de la pandémie. On a parlé du suivi des patients à distance. Ça a été formidable pour permettre aux patients COVID positifs de rester à domicile et non pas à l'hôpital. Les patients qui auraient pu devoir être transportés à l'hôpital ou dont le médecin envisageait de les faire admettre, afin de pouvoir surveiller leurs signes vitaux, nous les installions à domicile avec des capteurs de saturation d'oxygène, de rythme cardiaque et de tension artérielle, voire d'un glucomètre ou d'un pèse-personne. Nous pouvions surveiller leurs signes vitaux à domicile. Nous pouvions passer en revue la recherche, la mise en place, le dépannage et être en communication régulièrement. Même les motifs de congé, nous avons pu participer à ces séances de formation virtuellement. Nous avons pu aider les patients pour les congés anticipés parce que nous savions que l'hôpital savait que nous allions vérifier, nous allions faire le suivi. Parfois, il y avait un retard dans la visite du personnel des soins à domicile. Nous avions pu combler cette lacune pendant les quelques premiers jours, premières semaines. Les patients étaient renvoyés à domicile, sachant que le professionnel paramédical pouvait faire un suivi, que nous pouvions mettre en place un suivi à distance et réaliser bon nombre de ces évaluations. Merci Amber Tyne. Avez-vous quelque chose à ajouter quant au rôle de la technologie? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de parallèles et dans ce qu'Amber a évoqué. Je ne les répéterai pas, mais pour rebondir sur ce qu'elle a dit lorsqu'elle a expliqué que les paramédicaux communautaires peuvent assurer le congé en sécurité ou la proactivité qui permet d'empêcher les gens de devoir être hospitalisés. Il y a un domaine unique dans lequel les paramédicaux en Alberta ont pu réagir pour dispenser des soins. C'est que nous avons commencé à assurer l'administration des monoclonaux. Lorsqu'ils sont arrivés au début, nous administrions le citrobamab et puis lorsque les recherches sont avancées, qu'on a constaté que le Redexavir était plus approprié. Les médicaments ont changé, mais nous avons pu aller voir les personnes qui avaient un risque élevé de résultats sévères dans la province. Nous avons pu mettre en place des soins de niveau hospitalier pour l'infusion des médicaments, le suivi, analyse de laboratoire, tests diagnostiques à domicile afin de transférer les informations aux médecins superviseurs, aux équipes de soins et pour assurer un suivi et garder l'œil sur les patients qui présentaient une plus grande fragilité et auraient pu devoir être hospitalisés. Dans beaucoup de cas, nous avons pu l'empêcher. L'objectif ultime étant de mettre les patients en rapport avec le traitement qui aurait pu remédier à leur infection et améliorer le résultat de santé.
Donc cela a été, ces médicaments n'étaient pas une administration euh, euh, ponctuelle, ils ont été ajoutés à notre formulaire. Chacune de ces innovations techniques, par exemple la mesure des gaz sanguins artériels, euh, tout ce qui peut améliorer la manière dont nous sommes les yeux et les oreilles et les mains des médecins sur place. Des décisions peuvent être faites, meilleure connaissance de cause, des plans de soins plus adaptés peuvent être mis au point, de meilleurs résultats peuvent être obtenus. Nous mettons davantage et mieux en lien les personnes avec les soins dont ils ont besoin afin d'éviter qu'ils se perdent dans le système et qu'ils ne se retrouvent dans des lieux qui sont dysfonctionnels. Merci beaucoup. Je vois que certains de vos collègues hochent la tête pour euh, se faire l'écho de leur expérience. Il y a une autre question qui nous est arrivée dans la boîte de dialogue qui est très importante. Marty et Matthew, je vous invite à y répondre. Donc la question nous vient de Colombie-Britannique. Lorsque vous demandez aux paramédicaux d'en faire davantage, quelle stratégie avez-vous mise en place pour éviter les, les difficultés de savoir simultanément de quels soins les patients ont besoin, mais d'être incapable de les fournir en raison de contraintes échappant à notre contrôle? C'est une question très intéressante. Nous avons mis en place la formation pour les paramédicaux communautaires. Il n'y a pas de norme provinciale en Ontario à l'heure actuelle. Nous avons donc dû créer notre propre formation à l'interne. On se concentre dans bien des cas sur les aspects médicaux, pas autant sur les aspects sociaux et sur les éléments que vous avez soulevés. Donc, nous avons dû travailler ensemble avec notre ordre local à Niagara pour mettre en place, avec notre collège local plutôt, pour mettre en place une course sur l'établissement de limites. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des paramédicaux qui, pour la connaissance des gens et qui établissent des relations de confiance. C'est très positif, c'est très nécessaire pour ce travail, mais il y a également un risque. On commence à inviter les clients pour le dîner de l'Action de grâce, à apporter des pizzas. On essaye d'aider les gens, mais on pourrait, par inadvertance, causer des méfaits. Euh, il est possible donc d'établir, de définir ces limites professionnelles. Il y a également un programme en place si une personne qui a une visite à domicile qui a été difficile, il y a maintenant un groupe de pairs à qui l'on peut s'adresser pour un soutien a posteriori. Comment est-ce que cela vous a affecté? Parce que dans certains cas, cela affecte, nous contestons que cela affecte les paramédicaux, mais ils ne le voient pas. C'est peut-être leur père qui le voit, ou peut-être même leur conjoint qui le constate. Donc c'est un travail très intéressant de cet aspect-là au niveau des, frontières, des limites. Il y a des personnes qui ont des besoins sociaux. Il y a l'insécurité alimentaire, il y a l'itinérance, ou il y a l'isolement social, la pauvreté. Ce sont des défis sociaux très difficiles à régler et cela aide le paramédico communautaire à comprendre que ce n'est pas votre travail de régler cela, mais c'est sur quel élément pouvez-vous travailler, quel élément pouvez-vous adresser à un autre organisme et comment. C'est difficile à accepter, mais au moins nous avons commencé à avoir ces conversations. Matthew, en un instant, avez-vous quelque chose à ajouter? Euh, C'est une conversation qui continue. Bon, très rapidement, comme Marty, nous avons ajouté beaucoup de programmes, soutien par les pairs, outils numériques, services psychiatriques, psychologie, afin que les personnes, auxquels les personnes peuvent accéder pour éliminer certains de ces obstacles. Dans quelques réseaux que nous gérons, des réseaux provinciaux, nous avons donc une bonne connectivité avec le réseau provincial. Nous venons récemment d'inaugurer un programme de connexion de tous les patients orphelins de la province. Nous utilisons une technologie virtuelle. Ça peut être soit virtuel, soit face à face. La mise en place de certains de ces programmes où nous avons des itinéraires peut parfois aider notre personnel parce qu'il a la capacité d'adresser les patients ou au moins de procurer de l'aide. Ça a été très utile. La plupart des personnes dans cette profession se préoccupent, se soucient des patients, veulent les aider. C'est un défi à l'heure actuelle avec les ressources humaines en santé. Merci beaucoup
à chacun d'entre vous d'avoir participé à notre panel. Merci à toutes les personnes qui ont assisté à cette conversation. Merci pour vos questions. J'ai été frappé par la conversation sur euh, la manière dont les paramédicaux comblent des lacunes en matière médicale et sociale et peuvent être les yeux et les oreilles du réseau à domicile et également les données. Vous avez commencé par dire que dans cette communauté, il y avait un appel par jour. Comment pouvons-nous, selon quelles autres modalités pouvons-nous réagir? Donc, créer de nouvelles voies, de nouveaux itinéraires pour les patients afin de soulager d'autres secteurs de notre système, le service d'urgence, les soins de longue durée. Et puis, c'est très encourageant d'entendre cela. Nous savons qu'il faut en faire plus. Il faut des changements au niveau du système, de la réglementation. C'est en cours partout au pays. C'est nécessaire pour pérenniser et développer certaines des innovations et des changements, certains des changements importants que vous avez évoqués, auxquels vous avez participé. Et cela nous inspire à développer le travail que vous avez exposé pour soutenir les paramédicaux dans la prestation de soins et la réponse à des besoins sociaux diversifiés et sans cesse plus importants. Ça a été formidable d'entendre ces exemples concrets des partenariats et des programmes qui sont déjà en cours. Nous allons afficher d'autres liens à l'issue de ce webinaire afin que chacun puisse en apprendre davantage. Merci donc à vous tous d'avoir participé à cet événement. Si vous reste quelques instants, nous apprécierions beaucoup votre rétroaction. Nous avons un sondage très rapide qui sera affiché. Cela nous aidera à préparer les entretiens futurs. Les deux questions de sondage vont s'afficher sur votre écran. Tout d'abord, j'ai l'intention de partager ce que j'ai appris avec d'autres personnes et puis le webinaire m'a fourni des informations utiles. Nous vous demanderions de bien vouloir prendre quelques instants pour nous donner votre rétroaction. Cela va nous aider à organiser notre programme et nos discussions futures. Encore une fois, merci à Amber, Tyne, Matthew et Marty d'avoir partagé leur temps avec nous ce matin. Merci à notre public d'avoir participé à ces discussions sur un thème important sur lequel nous reviendrons tandis que nous nous intéressons à la réponse à un besoin prioritaire et en croissant de soins de proximité et de combler les lacunes et d'établir de nouveaux liens partout au pays. Merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente continuation. J'ai hâte de vous reparler bientôt.